Bonjour, bonjour, bienvenue. Donc, je lance la conversation. Bonjour, bienvenue. Donc, dites-moi dans la conversation, dans le chat, si vous m'entendez bien, si le son est bon, avant que je ne continue. Voilà, bonjour, bienvenue, bonjour. Oui, excellent. Merci Stéphanie. Voilà, il vaut mieux poser la question. Donc, on est ensemble pendant 45 minutes pour aborder un sujet extrêmement important dans le management du changement, qui est renforcer mon leadership si je suis manager ou renforcer le leadership des managers que j'accompagne et que je forme. Je suis Jérôme Boquet, je dirige Ecos Concept que j'ai fondé il y a de nombreuses années. Vous pouvez me suivre sur LinkedIn, vous avez mon lien dans lequel je publie régulièrement des articles, des posts, des vidéos. Et donc, j'ai prévu aujourd'hui de prendre un petit peu de temps pour travailler sur un sujet qui est d'actualité par rapport au management, qui est, il y a des changements en ce moment. Et le changement, c'est l'occasion soit de renforcer son leadership, soit au contraire de le diminuer. Et donc, je vais vous partager un certain nombre de bonnes pratiques et surtout, je vais aussi solliciter votre expérience et vos retours d'expérience par rapport à ce que vous avez vécu. Donc, moi, je dirige Ecos Concept. On intervient sur deux sujets. On est aussi bien sur les modalités que sur les contenus. Comme on existe depuis longtemps, quand on travaille par exemple sur maîtriser mon temps, manager mon équipe, accompagner le changement, on a une expertise sur le fond, mais aussi sur la forme, car l'important, c'est pas ce que l'on dit, c'est que ce que nous apprenons font après la formation. Et donc, par rapport à ça, sur le changement, on intervient sur trois niveaux. Le changement en tant que tel, ce qui change dans le management, et on voit bien ces dernières années que la façon de manager, ce qui est attendu est différent, mais il y a aussi ce qui change. Hein, parce que dans un changement, s'il y a un changement d'organisation, on va peut-être intervenir sur ce qui change dans l'organisation et comment changer. Donc, un petit peu de promo pour vous expliquer pourquoi ce que je vais vous dire vient de la pratique et pas de la théorie. On intervient sur beaucoup d'actions synchrones, alors que ce soit en salle ou à distance, dans lequel on va accompagner, par exemple, des équipes de managers sur un changement. Alors, on ne rentre pas dans le contenu du changement. Par contre, notre métier, ça va être de renforcer les managers sur la réussite de leur changement. On forme aussi beaucoup de managers sur manager dans un monde qui bouge, manager dans l'incertitude, le collaboratif, etc. Et puis, on met en place des ateliers dans lesquels on va travailler avec des équipes constituées sur des changements en cours, sur des évolutions, sur des choses à renforcer. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, au niveau de l'asynchrone, on a créé, on diffuse des capsules pédagogiques. Et par exemple, on a un parcours digital avec un partenaire qui s'appelle Youno, pour lequel on est les experts. On est aussi experts de gestion des tensions et des conflits. Enfin, tous ces éléments qui vont apparaître dans le changement. Et puis, le troisième point, ce qui fait qu'on rentre dans des changements en cours, c'est qu'on va par exemple concevoir des kits de formation qui vont être déployés en interne pour former des managers ou des équipes avec des formateurs internes, et aussi beaucoup la conception de modules de formation sur le changement. On passe à SAP, ça implique de changer la façon dont on travaille. On va fournir aux formateurs et aux relais des actions permettant que les collaborateurs s'approprient les nouvelles pratiques, mais aussi renforcer les managers et les relais dans le fait d'accompagner des équipes par rapport au changement. Voilà, donc ça, c'est la fin de ma présentation pour dire qui on est et ce que l'on fait. Alors, pendant tout ce webinaire, je vais vous partager des éléments sur le leadership. Alors, il y a beaucoup d'ouvrages sur le leadership. Est-ce qu'on doit être manager ou leader? Moi, je vais revenir simplement sur un point, c'est la capacité à entraîner, à mettre en mouvement et à motiver des personnes, qu'on ait ou non le rôle hiérarchique. Hein. On va attendre d'un manager, d'un chef d'équipe, d'un porteur d'un projet, que quand il dit « suivez-moi », les autres le suivent. Et un bon exemple de leadership, c'est le CID, hein, le CID de Corneille. Nous partîmes 500, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 3000 en arrivant au port. Et on voit bien que pour qu'ils partent à 500 et qu'ils arrivent à 3000, le CID avant, pendant et après, il va faire des choses. Et c'est ça le leadership. Et on rencontre des leaders dans des organisations qui ont peu de pouvoir hiérarchique, mais qui ont un leadership de compétences, de présence et d'action. Et à l'inverse, il y a des personnes qui, quelque part, ont le statut, mais qui n'ont pas forcément le leadership,
soit parce qu'ils ne l'ont pas mis en œuvre dans des changements, soit dans des changements précédents, ce qu'ils ont fait a fait que leur leadership a diminué. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de partager dans le chat, d'après vous, actuellement, quel est selon vous le plus grand défi pour le leadership d'un manager quand ça change? Et puis, autre question, est-ce qu'il y a un point, un sujet, un élément que vous aimeriez que l'on partage pendant ce webinaire? Allez-y, c'est à vous. Dites-nous quels sont, d'après vous, les plus grands défis pour le leadership d'un manager. Et je vais le dire à haute voix parce que les personnes qui regardent en replay, oui, vous aurez le support, Déborah. Effectivement, je vois. Donc, rallier ces équipes. Absolument. Rallier ces équipes, c'est important. Écouter et trouver des compromis. Absolument. Tout à fait. L'exemplarité, montrer l'exemple. Montrer l'exemple quand on est d'accord, mais aussi quand on n'est pas d'accord. Parce qu'en tant que manager ou porteur d'un projet de changement, on n'est pas forcément d'accord. La digitalisation, oui, absolument. La résistance des collaborateurs. Alors, sachant, vous le verrez, moi j'ai animé d'autres webinaires, on doit résister au fait que le changement a l'air bien ou pas bien. C'est important d'avoir des équipes qui résistent. Dire ça va être génial, ça va être formidable, c'est le meilleur moyen d'aller devant des désillusions. Donc, le manager devra par moment résister en se disant, tiens, ce qui est prévu, est-ce que c'est adapté, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc. On verra, c'est le cadrage. Accompagner le changement, oui, absolument. L'acceptation, engager, lever les peurs, les siennes et celles des autres. Fédérer, protéger la cohésion, oui. Savoir fédérer autour de changer par l'exemple, garder la motivation, la sienne et celle des gens qui l'accompagnent. Être clair dans ses objectifs, les expliquer, sachant que quelquefois c'est clair là où on va aller, puis quelquefois c'est un peu plus flou. Convaincre, user de son assertivité pour impliquer, avoir un cap, ou en tout cas garder le cap, quels que soient les éléments. Or, il y a un élément qu'on pourrait traiter, c'est comment faire quand ça change dans le changement. J'ai animé un autre webinaire sur Webikeo qui, effectivement, il y a quelques mois, parle de comment faire quand dans le changement, ça change. Excellent. La communication, donner du sens, être à l'écoute. Donc voilà, continuez à échanger, à partager. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à la noter, j'y reviendrai plus tard. Alors, un des points qui va être important, l'une des plus grosses difficultés, ça va être de satisfaire les multiples attentes des parties prenantes. Parce que en tant que manager ou responsable d'un projet ou d'un changement, on se retrouve au milieu de différentes personnes. Alors, il y a des fois, c'est aligné, c'est les mêmes attentes, et puis il y a des fois, ce n'est pas forcément les mêmes. D'accord? Donc, volontairement, pour ce webinaire, j'ai un peu structuré et formalisé. On va avoir d'un côté la direction. Alors, la direction, ça peut être la direction au plus haut de l'entreprise, ça peut être mon N+1, ça peut être mon N+2. Et l'attente de la direction, je vous l'ai mis en haut à droite, c'est pendant les travaux que l'activité continue. Et donc, le changement qu'il faut être difficile parce qu'en plus d'une activité forte, on va avoir des choses en plus. Et si on regarde ce qu'attend la direction, c'est d'un côté avoir les résultats actuels et futurs, c'est-à-dire ceux qui étaient déjà là avant le changement et ceux qui sont prévus après, la performance, adapter ce qui était prévu, et puis être solidaire. Alors, être solidaire quant au cap, mais après, on verra négocier, trouver des compromis, peut-être faire évoluer ce qui était prévu. Et on a à gauche, donner ou trouver du sens, donner le sens qu'on nous a donné, mais aussi le traduire et quelquefois trouver du sens parce qu'il n'y en a pas. Une obligation légale, un changement de technologie, un changement de l'environnement fait qu'on doit changer, mais on ne va pas uniquement changer parce qu'il le faut, on va aussi peut-être en profiter pour aller vers quelque chose qui pourra être mieux. Et puis adapter sa posture avant, pendant, après. Tant que ce n'est pas décidé, échanger, partager, et puis une fois que c'est décidé, on y va. Et puis s'engager personnellement, vous l'avez dit, montrer l'exemple, en tout cas, montrer par ses actions que lui aussi, il y va. Deuxième partie prenante, vous avez l'équipe projet. L'équipe projet, c'est ceux à qui on a donné la mission de mettre en place les actions par rapport au changement. Alors, il y a des fois, il y a des changements petits qui vont se faire facilement, et puis il y a des fois, on va mettre en place différents éléments. Alors, l'équipe projet peut venir de l'extérieur de l'organisation, comme peut-être des membres de l'organisation. Moi, j'ai tendance à préférer une équipe projet qui va avoir un mélange des deux, et dans lequel on va solliciter des personnes du terrain. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, les attentes de l'équipe projet, je vous en ai mis un certain nombre, ça va être expliqué et incarné. Alors, séparer ces points de vue, très souvent on résiste
en tant que manager par rapport à soi-même ce qu'on en pense. Et on va donc dissocier le changement, je suis pour ou je suis contre en tant que personne parce que j'y gagne, etc. Mais il y a aussi en tant que manager, mon rôle, c'est d'accompagner mes équipes par rapport à ce qui est prévu. Hein. Et quelquefois, il y a un mélange. On va bien sûr adapter localement. Hein, voilà. Donc, vous regardez, il y a un certain nombre d'attentes. Et ces attentes, elles se font au quotidien, mais ce n'est pas toujours évident. Troisième type d'attente, il y a bien sûr l'équipe. Hein. L'équipe, elle veut un leader, quelqu'un qui va mettre en place des actions pour qu'on réussisse ce changement et les suivants. Ça, c'est un élément qui a changé ces dernières années. C'est qu'avant, il y avait un changement, on avait le temps de se reposer avant d'en prendre un autre. Maintenant, il y en a plein en même temps. Et donc, on va travailler sur les changements en cours, les changements passés et les changements suivants. Et on voit bien que dans des organisations où les managers sont très dans l'opérationnel et dans l'action, ils gèrent les changements au fur et à mesure, mais ils ont souvent du mal à prendre du recul et à aider l'équipe à améliorer le jeu. Donc, un des points qui va être important par rapport à l'équipe, c'est effectivement clarifier les objectifs. Passer de qu'est-ce qui est décidé au sein de l'entreprise à qu'est-ce que ça implique chez nous. Négocier avec la direction et l'équipe projet. Hein, l'équipe s'attend à ce qu'on négocie, à ce qu'on dise ça c'est bon, ça c'est pas bon, nous on propose ça, à se battre le plus possible tant que c'est possible, et puis après à passer avec les moyens qu'on a, mettons en œuvre ce qu'il est possible chez nous. Hein, impliquer tout le monde, et bien tout le monde. Ne pas se focaliser uniquement sur ceux qui sont d'accord. Répartir les rôles, structurer, et puis aussi renforcer la capacité à. Vous voyez, donc ces attentes sont extrêmement grandes. Mais c'est pas fini. Alors j'aurais pu prendre l'ensemble des parties prenantes. Il y a bien les attentes des managers. Alors à votre avis, quelles sont les attentes du manager dans un changement? Qu'est-ce qu'il attend lui ou elle? Hein, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'il va faire qui va dire je vais dans le changement ou il est urgent d'attendre? C'est quoi ses attentes à votre avis? C'est quoi vos attentes en tant que manager? Donc, hop, on reprend. Être impliqué, que ça soit bénéfique à son équipe, l'amélioration, ses résultats, oui, absolument. Hein, c'est normal, c'est une des parties prenantes en tant que manager. D'ailleurs, le manager de manager, à différents niveaux de l'entreprise, on retrouvera des managers. Et d'ailleurs, on a de plus en plus aussi des personnes qui, sans forcément être managers, gèrent des sujets, faire consensus, l'adhésion de l'équipe, sans avoir besoin de négocier. Alors ça, c'est compliqué, mais quelquefois, ça arrive. Une application préalable, une vision et un cap clair. Alors, une vision et un cap clair qu'on lui donne, mais aussi lui-même de définir, moi, ma vision et mon cap clair, et pour mon équipe et pour les autres personnes. Et donc, si on regarde les différentes attentes, on va avoir effectivement, et je l'ai mis en jaune, profiter, ou en tout cas faire en sorte que le changement améliore, augmente son leadership, parce que quand tout va bien, tout le monde est bon. On va le voir après. C'est dans les situations de changement qu'on se fait une opinion durable de son manager. Hein, il tient la route, il ne tient pas la route. Il était là, il n'était pas là. Et on va effectivement se positionner comme étant... parce que si à chaque fois qu'un changement arrive, il dit non, 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 et peut-être à juste titre, au bout d'un moment, il sera plus vu comme une force de proposition. Hein, et puis, maintenir la confiance et équilibrer vie pro et vie perso. Parce que si on prend tous les problèmes, toutes les tensions qu'amène un changement et qu'on n'arrive pas à les ventiler, il y a un risque quand on rentre le soir que notre environnement en bénéficie et pas forcément pour des bonnes raisons. Vous voyez, donc, on voit différentes attentes extrêmement fortes. Et alors, c'est un peu une caricature, mais quelquefois, quand on regarde ce qui a été prévu, non, Jérôme, ça va bien se passer. De toute façon, les managers, ils ont de l'expérience. Ils en ont déjà vécu des changements. Et puis, bon, de toute façon, comme d'habitude, le changement, il va se passer moyen. Et puis, on interviendra quand il y aura des problèmes. Et oui, beaucoup de managers, beaucoup de collaborateurs ont de l'expérience. Mais ce n'est pas parce qu'on a vécu plein de changements qu'on a forcément identifié les meilleures pratiques pour les changements d'après. Hein. Et donc, ce qui va être important à ce moment-là, ça va être de travailler sur comment faire. Et donc, je vous propose de partager un repère sur 4 moments clés dans un changement pour les managers. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment quand tout va bien, tout le monde est bon. Émotionnellement, ce qui va nous marquer, c'est qu'à un moment donné, il y avait une tempête, il y avait un truc qui n'allait pas, et à ce moment-là, mon manager, il tenait la barre. Alors, avec les moyens qu'il avait, avec les moyens du bord. On n'attend pas d'un manager qu'il ait la baguette miraculeuse, comme on a vu avant.
mais qu'avec ce qui était décidé, avec les moyens qu'on avait, il ou elle a réussi à. Hein, et c'est bien ça qui va être important. C'est pas de faire des miracles. Et au quotidien, beaucoup de managers font des miracles, on est d'accord. Mais c'est pas parce qu'on a fait des miracles qu'on a forcément identifié les meilleures pratiques. Quand je demande à des managers expérimentés comment vous faites pour gérer des changements, souvent ils répondent au mieux. Hein, donc, je vais vous partager quelques éléments. Et quand on forme des managers à mieux réussir les changements, on ne démarre pas en disant on va vous apprendre à gérer le changement. N'importe quoi. Hein, c'est le quotidien des managers. Un nouveau qui arrive, quelqu'un qui s'en va, un changement d'objectif, un changement de périmètre, un changement d'outil. Enfin, les managers sont des champions du monde du changement, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont formalisé leurs bonnes pratiques. Hein. Et donc, si on regarde, alors, comment ça se passe dans un changement? La situation actuelle, elle n'est peut-être pas idéale, mais on la connaît. Hein, c'est A. Et puis, à un moment donné, il est décidé qu'on va aller vers le futur, qu'on va changer. Alors, ça peut être décidé, ça peut être obligatoire, ça peut être imposé, ça peut être progressif, ça peut être permanent. Là, j'ai mis un changement où il y a une bascule, mais il peut y avoir plein de changements au fil de l'eau. Et à ce moment-là, le futur est plus ou moins flou. Alors, si c'est un léger changement, on voit où on va aller. Hein, on passe de A à A'. Mais quelquefois, on passe de A à B. C'est-à-dire il y a des choses qui vont rester, mais il y a beaucoup de choses qui vont évoluer et qui vont bouger. Et en général, on prévoit un plan. Alors, plus ou moins. Il y a des fois, le plan est adapté, puis il y a des fois, il ne l'est pas. Mais on sait que dans la réalité, ça va se passer comme ça. Et c'est normal. C'est la valeur ajoutée des équipes et des managers que de s'adapter en fonction de ce qui arrive. Un navigateur avec son équipage, il part d'un point A pour arriver à un point B, et en fonction de la météo, en fonction de ce qui se passe, il va adapter son parcours pour à la fin, le plus possible, s'approcher en temps en heure de ce qui était prévu. Et donc, par rapport à ça, on va avoir quelque chose qui s'appelle la vallée du désespoir, c'est je perds mes repères. Ça peut durer quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, j'ai plus mes repères. On m'a montré avant la nouvelle façon de faire, mais maintenant, je suis face à mon client, je suis face à mon outil, je suis face à la situation, mes habitudes ne sont pas là, je vais moins vite, je fais des erreurs. Et c'est à ce moment-là que très souvent dans les projets, il n'y a plus personne. On a lancé et on dit au manager, voilà, bonne chance. Alors au bout d'un moment, ça remonte, c'est clair. Enfin, plus ou moins. Enfin, si on a de la chance. Et puis à la fin, comme on est des créatures qui ont de la résilience, on va revenir au bout d'un moment à l'état d'avant. Le piège, c'est si ça ne s'est pas passé de façon terrible, comme on est câblés, nous humains, à se souvenir de ce qui a moins bien marché, on risque de voir se développer chez les managers et dans les équipes un sentiment de ça va mal se passer. Moralité, quand on va parler d'un nouveau changement, ça ne va pas forcément se passer de façon top. Oui, faut-il que le manager guide pour la reprise? Oui, oui, parce qu'en plus, très souvent, pris par beaucoup d'actions, parce que pendant l'activité, pendant le changement, l'activité continue, et nous, on accompagne beaucoup de managers qui sont au quotidien dans l'action et la réactivité. Moralité, ce n'est pas qu'ils ne voudraient pas accompagner, mais qu'ils n'en ont pas le temps. Moralité, au lieu que la reprise revienne assez rapidement, elle va revenir dans longtemps. Moi, j'accompagne beaucoup d'équipes qui sont passées, vous savez, suite à la Covid, en télétravail à distance, etc. 4 ans après, 5 ans après, il y a des équipes d'organisations qui se sont posées et qui ont amélioré le jeu. Il y a des équipes qui sont encore en mode Covid, en mode survie. À ce moment-là, la reprise, elle va être super longue. Et il n'y en aura pas. Mais imaginons qu'ils mettent en place des actions, que l'équipe mette en place des actions, on aura ça. Et alors, si vraiment c'est la loose, ou si on ne parle que des changements qui ont été ratés, et pas des changements qui ont été réussis, le manager et ses équipes se disent ça va mal se passer, il est urgent d'attendre ou deux. D'accord? Et là, on risque d'avoir ce qu'on appelle la descente aux enfers, et c'est normal qu'un manager qui n'a pas été accompagné, qui a vécu ça, se dise le changement arrive, mouais. Ça s'appelle être sensé, ça s'appelle de la sagesse. Surtout si ça fait le 8e changement qui a été lancé par sa boîte n'importe comment, c'est normal qu'il ne s'engage pas tout de suite. Alors, on dit souvent les seniors, ceux qui ont l'expérience, sont plus résistants au changement que les nouveaux entrants dans les organisations. Pas forcément. C'est surtout qu'ils attendent de voir la différence entre l'annonce qu'on va faire des choses et le fait qu'il se passe réellement des choses.
Par contre, c'est le côté qu'on va voir. Si on fait des choses à ce moment-là, si on capitalise, si on tire enseignement, si on améliore le jeu, on va renforcer le sentiment d'efficacité personnelle des managers et des équipes sur le fait qu'on en est capable. Pourquoi? Parce que souvent, on regarde ce qui n'a pas marché, mais on ne regarde pas ce qui a fonctionné. Et c'est là où ça va être intéressant de voir qu'on va mettre en place des actions très opérationnelles pour justement renforcer la capacité des managers à préserver et à renforcer leur leadership et à accompagner leurs équipes. Et donc, pour la suite de ma présentation, je vais reprendre ces éléments-là qui vont être, à un moment donné, quel que soit le changement, on va pouvoir travailler sur le fait de renforcer la capacité individuelle et collective des managers, mais aussi des équipes et des personnes qui les entourent. Car tout le monde a intérêt à ce que la direction, les équipes projets, les managers, les collaborateurs et les autres parties prenantes partagent des repères qui vont faire qu'au lieu d'attendre que ça explose ou ça n'aille pas bien pour intervenir, on mette en place des choses en avant pour que ça fonctionne mieux. Donc ça va être la deuxième partie de ma présentation, c'est comment faire. Donc n'hésitez pas à poser des questions, parce que l'idée, ça sera aussi de répondre et de vous donner des éléments. Et donc si on regarde, on va avoir 4 grands moments. On va cadrer, on va ensuite préparer et se préparer, on va accompagner, et puis on va stabiliser. D'accord? On va stabiliser de façon à sortir de cette phase vallée du désespoir et capitaliser sur ce qu'on a appris. Et là où on va travailler quand on intervient, c'est qu'on a beaucoup souvent de managers qui ont de l'expérience, mais ce n'est pas parce qu'on a de l'expérience qu'on a forcément retiré les meilleurs enseignements. Et on va se servir à ce moment-là d'une grille que les pédagogues connaissent, c'est quel est le degré de compétence des gens qu'on accompagne. Alors, c'est rare qu'on ait de l'incompétence inconsciente, mais ça peut arriver sur une partie. On a des personnes qui vont faire des choses qui ne sont plus ou qui n'ont jamais été efficaces, mais elles le font parce qu'elles ont l'habitude. Mais c'est une partie. Et donc, on va avoir des personnes, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, ou ce qu'ils font, ça n'est pas ou ça n'a jamais été utile. C'est-à-dire, c'est des pratiques qu'ils ont accumulées, une ou deux ou trois, qui ne sont pas efficaces, mais qu'ils utilisent quand même. On a très souvent des participants qui se rendent compte que ce n'est pas optimal, mais ils ne voient pas très bien comment faire, ils ne savent pas très bien comment en sortir, ou alors ils ont pris des mauvaises décisions. Moralité, ils pensent que c'est bon, alors que ça ne fonctionne pas. On a aussi quelquefois, ça arrive, des personnes qui ont été formées à la méthode en 28 étapes, les 352 outils, etc. Et or, ce n'est pas tant l'outil qui sera important que l'utiliser à plusieurs et qu'il soit efficace. Et enfin, le dernier point, et c'est le plus souvent, quand on a des managers, c'est des personnes qui ont de la compétence inconsciente, ils ont réussi plein de choses, et par contre, ils ont du mal à l'expliquer, donc il y a des fois, ils le font, il y a des fois, ils ne le font pas, puis ils ont récupéré du bon, du moins bon. Moralité, on va travailler sur formaliser le bon, et puis faire évoluer le moins bon. Et c'est ce qu'on fait dans 99% des cas, si on a des managers qui font « Ah ouais, mais finalement, ça, d'accord ?» Et c'est ça qui va être important. Parce que si on propose des choses trop en décalage avec ce qu'ils font déjà, c'est un changement trop grand qui ne sera pas mis en œuvre. Alors, juste pour rentrer un petit peu, on va bien bosser sur deux choses. Le changement actuel, mais aussi les futurs. Comment je peux tirer enseignement de celui que je suis en train de vivre ou de ceux que je suis en train de vivre et des précédents de façon à réussir ceux qui ont lieu en ce moment et puis ceux qui auront lieu plus tard. Alors, je regarde s'il y a des questions. Un manager qui ne veut pas entendre les propositions de ses collaborateurs pour aller dans l'acceptation du changement et qui impose ses points de vue, ça serait une très bonne question parce qu'il faudrait comprendre quelle est la cause. Bernadette, quelle est la cause? Est-ce que la cause, c'est j'ai l'habitude de ne pas entendre mes collaborateurs, ou je les entends mais je ne vois pas comment faire avec ce qu'ils me disent, ou etc. Vous voyez? Et donc ça va être le point qu'on va voir maintenant, qui va être le premier point qu'on va travailler, ça va être le dernier. On va commencer par la fin. Ça va être important quand on a des participants collaborateurs, qu'on a aussi des équipes entières, de commencer par reprenons les changements que vous avez vécus dans le passé ou en ce moment et regardons les enseignements, ceux qui marchent bien, ceux qui ne marchent pas bien, ce qu'on pourrait faire. Et on va travailler sur justement,
par rapport aux changements ratés et aux changements réussis. Parce que si on regarde que les changements ratés, on va voir ce qui ne va pas. On va regarder aussi les changements réussis. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été efficace? Les enseignements utiles. Et donc, je vous propose, en tant que personne ayant de l'expérience, de partager quels sont d'après vous, c'est ma slide d'après, quels sont vos enseignements. Finalement, pour bien manager dans le changement, pour préserver son leadership et pour accompagner son équipe, c'est quoi vos bonnes pratiques? C'est quoi vos enseignements? Il y a une question d'Angélique, c'est comment asseoir son sentiment d'efficacité, comment gagner en sentiment de légitimité. Mesdames et messieurs, j'attends vos bonnes pratiques et vos conseils, vos enseignements. Tiens, toi qui viens d'arriver ou toi qui manages un changement dans ton équipe, je te conseille de faire ça. Les webinaires, c'est aussi pour moi l'occasion, et tout ce que je vous dis là, je l'ai lu, mais c'est surtout appris en échangeant et en partageant avec des milliers de managers et de participants. Donc, c'est quoi vos bonnes pratiques, vos enseignements utiles quand on manage un changement en temps pour préserver et renforcer son leadership? Donc, ça arrive. Faire des réunions en expliquant les bénéfices qu'on va en retirer. Oui, même si c'est obligatoire, même si on n'a pas le choix, on doit faire ça. Quels sont les bénéfices de ce changement et quels sont finalement, pour faire contre mauvaise fortune mon cœur? Cadrer dès le départ, expliquer le but du dispositif. Absolument, Amandine, absolument. Être à l'écoute aussi de ses équipes. Expliquer, oui, on a un objectif, on a prévu des choses, comment on va pouvoir l'adapter de façon à ce que ça soit encore plus efficace. Anticiper les aléas. Oui, on va éviter des choses de façon à ne pas se prendre systématiquement toujours les mêmes problèmes. Échanger en individuel avec les récalcitrants, oui. Et la personne qui, depuis des années, a résisté à tout, ne pas se dire, je vais commencer par elle, je vais la convaincre et tout le monde va être d'accord. Ça ne marche pas comme ça. Les bénéfices individuels et collectifs, regardez, oui, absolument, ce qu'on va voir juste après. Associer les collaborateurs, absolument, aux travaux liés au changement. OK. Et donc, quand on intervient, on peut le faire soit sur des changements en cours, les managers ont les mêmes changements, soit alors on va prendre des changements types, on va en prendre 3 ou 4 au sein de l'organisation, et on va dire, voilà, par rapport à ces changements, ou alors, dans certains cas, on va utiliser d'autres éléments. Et on va commencer par la première étape, qui est de cadrer. Et c'est important parce que très souvent, c'est flou. On va changer de process. On va rapprocher 2 équipes. OK, très bien. Pourquoi? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas changer? Pour moi, OK, avant, on était chacun dans 2 bâtiments différents. Dans 2 mois, dans 3 mois, on est ensemble. Qu'est-ce que ça change? Et ça va permettre soit de rassurer des personnes qui ont l'impression que tout va changer, ou à l'inverse, de mettre en mouvement des personnes qui disent: «Oh, ça ne change rien». D'accord? Et c'est là où on va peut-être regarder des choses qu'ont pas vues l'équipe projet. Parce que c'est pas leur point de vue, ou peut-être que la direction n'a pas anticipé. Tiens, effectivement, il y a ça, puis il y a ça, regardez, on pourrait faire ça, et cetera. D'accord? Expliquer qu'il peut y avoir des adaptations, absolument. Et c'est là où ensuite, on va travailler quels sont les écarts, qu'est-ce qui est prévu, quelles sont les premières actions. Tiens, c'est prévu ça par l'équipe projet ou c'est pas prévu. La première action, ça peut être peut-être effectivement de réunir mes collaborateurs pour qu'on commence à regarder en détail ou de missionner 1 ou 2 personnes de l'équipe pour regarder, pour faire des propositions, pour enrichir. Mais attends, ils ont dit que l'outil qu'on nous propose, le nouveau, en quoi est-il nouveau? Il n'est pas nouveau, il y a 95% qui est égal à l'outil d'avant. D'accord? Non, c'est un outil complètement nouveau, il y a tout qui change. Très bien, peut-être faudrait qu'on regarde nous d'abord, comment on va s'y prendre, à quel moment ça va arriver. Alors, on n'est pas contre le changement, mais là, la période où ça va arriver, c'est ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas décaler ou en faire une partie? Voilà, tout ce qui va permettre de passer de ça change à qu'est-ce qu'on pourrait changer. Cadre imposé, marge de manœuvre, voilà. Et même dans les cadres imposés, il y a toujours dans les équipes de l'adaptation. Voilà, c'est prévu de faire ça, mais nous, dans notre équipe, dans notre région, dans notre agence, comment on va l'adapter concrètement sur le terrain? Moralité, on est capable de s'adapter par rapport aux contraintes. D'ailleurs, quand il n'y a pas de contraintes, c'est souvent très compliqué. Et effectivement, réunion de groupe de travail, etc. La deuxième étape, une fois qu'on a fait ça, alors j'ai mis des étapes séparées, mais elles sont mélangées, on va se dire, est-ce que je vais être directif, participatif ou collaboratif? Les 3, mais mélangés. On va donner une direction
et puis on va être participatif dans le sens où on va donner des éléments qu'on va enrichir, et il y a peut-être des zones sur lesquelles on va dire c'est vous qui vous auto-organisez. Mais on va doser, ne pas faire que du collaboratif ou que du directif. Et puis on va rentrer dans des plans d'action rapides, avec des boucles rapides. Et puis on va communiquer, hein, et pas uniquement voilà ce qu'on va changer. C'est pourquoi est-ce qu'on change, qu'est-ce que ça implique pour nous et comment concrètement on va y arriver. Des réunions, on va regarder ensemble, etc. On va co-construire. Alors, on va adapter ce qui est prévu, hein, par l'équipe projet, et puis on va ajouter ce qui manque. Et si on est en avance de phase, ça peut permettre de faire évoluer le projet. Et si ce n'est pas possible, eh ben, comment on peut chez nous le mettre en œuvre. Et c'est là où on va négocier avec son N+1, avec son N+2, avec l'équipe projet, avec l'organisation. Mais on va négocier en mode constructif. Hein, parce que négocier en râlant, en disant non, c'est possible. Mais moi, je préfère la négociation coopérative, c'est-à-dire on trouve que c'est une bonne idée, mais pas comme ça, marche mieux que moi vivant, jamais. Et puis, bien sûr, on va adapter ce qui était prévu. Hein, il y avait des choses qui étaient prévues, on va l'adapter. Et puis, plus on va s'appuyer sur les collaborateurs, mieux c'est. Parce qu'en plus, ils sont sur le terrain. D'accord? Et on va aussi, dans certains cas, donc ça c'est un truc qu'on fait beaucoup, on va fournir aux managers et ou aux formateurs des kits de formation, des ateliers avec beaucoup d'actions ludiques parce que c'est notre marque de fabrique qui vont permettre d'aider à ce que les participants s'approprient le sujet, on change d'eux, etc. Hein, parce que c'est pas simplement d'aller animer des réunions, il y a aussi des réunions dans lesquelles on va construire la solution. Alors, il y a des managers très à l'aise, mais savoir animer et faciliter un atelier, c'est pas forcément évident. Quelquefois, c'est sympa d'avoir quelqu'un d'extérieur, alors d'extérieur à l'équipe ou d'extérieur à l'entreprise, qui est moins partie prenante. Troisième étape, et c'est là le plus important après les deux autres, c'est une fois que c'est parti, bah, comme on avance, de régulièrement faire le point. Et ça, c'est un point super important. Il y a beaucoup de managers qui sont très pris par l'opérationnel, qui ont peu de bande passante. Donc, je vous conseille d'aller voir un autre webinaire que j'ai animé sur comment retrouver de la bande passante quand on est manager. Mais c'est clair que si on court toute la journée et si on enchaîne les réunions, c'est plus compliqué. Or, c'est au début, c'est à ce moment-là, quand ça se lance, que va se faire la... Oui, j'interviens en fonction publique. Absolument, Bernadette. Entreprise privée, entreprise publique, grosse boîte, petite boîte, opérationnel terrain, comité de direction, bureau d'études, tout le monde. Vous verrez sur notre site, vous verrez, on intervient auprès d'un grand nombre d'organisations. Hein. Alors, il y a des particularités dans certains environnements, des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas, mais c'est plutôt sur la façon de faire. Et c'est là où on va avoir effectivement, on va être présent. Hein, c'est compliqué quand on est un manager d'être présent, mais ça va être important. Être présent après le lancement. C'est-à-dire, une fois qu'on a lancé, très vite faire 2-3 jours après, alors qu'est-ce que ça donne? On en est où? Il y a aussi voilà, des gains rapides. Alors je sais que l'ambition est élevée, mais commencer à regarder, donner du feedback positif sur on a commencé le cheminement, alerter ceux qui prennent un peu de retard, lever les difficultés qu'on n'avait pas anticipées, mais qui apparaissent sur le terrain, hein, faire des mises à jour. Tiens, bah, finalement, on se rend compte que ça a été oublié, ou ça, c'est en trop, ou ça, c'est pas nécessaire, ou en faisant ça, ça pourrait être super simple. Alors, la valeur ajoutée de manager n'est pas forcément de le faire lui ou elle, mais c'est de s'assurer que ça soit fait, que dans la réunion d'équipe, à un moment donné, il y ait un temps qui soit dédié à pas forcément des actions en cours, mais des bah tiens, on a changé depuis 15 jours, 3 semaines, un mois, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qu'on fait évoluer, qu'est-ce qu'on change simplement. Ensuite, nous avons la quatrième étape qui va être de stabiliser. Hein, je reviens sur la boucle et je reviens sur ce que j'ai juste avant. Hein, qu'est-ce qu'on continue de faire? Qu'est-ce qu'on fait moins? Qu'est-ce qu'on fait plus? Quels enseignements on retire par rapport à ce qu'on vient de faire? Comment on peut la prochaine fois faire mieux? Qu'est-ce qu'on a bien fait? Alors, comment être présent lorsque les collaborateurs sont majoritairement à distance? Angélique, ce n'est pas une question de distance physique. Hein, depuis mars 2020, j'ai dû animer 4 à 5, chez Cause Concept, on a dû animer 5 à 6 000 managers sur le sujet. L'illusion de proximité, si on est au même étage, on est dans le même bâtiment, on est dans le même couloir. Mais c'est pas ça. On peut être dans le même couloir et on ne se parle jamais, ou on est dans des actions urgentes. Hein, on peut à distance faire du vrai échange. Alors, ça vaut le coup de se voir par moment, hein, mais ce n'est pas parce qu'on est ensemble que le changement se passera mieux.
Alors, voilà, mon but, c'était de vous présenter ces différents éléments. Et maintenant, je vais reprendre. Si vous avez des questions, hein, c'est l'occasion, hein, parce que voilà, je vous l'ai présenté, mais on a bien ces 4 grandes étapes. Je reviens sur le slide d'avant. Cadrer le changement. Alors, ça peut être avant que le changement se lance ou pendant qu'il est en cours. Quand on intervient, vous savez, on a des clients qui nous disent il y a le feu, ça va pas du tout, intervenez, aidez-nous, les managers sont perdus, les équipes projets sont perdues. Nous, on commence, même si on est en plein changement, on cadre. C'était pourquoi, il y avait quoi, qu'est-ce qui était prévu, etc. C'est perpétuellement, on revient sur ces points-là. Alors, moi, j'aime beaucoup ce concept d'illusion de proximité. Oui, oui, oui. Et dans le changement, la tournée des popotes, c'est une des activités les plus importantes de la Terre. C'est d'aller voir les personnes et dire alors, mais alors, et puis compter jusqu'à 100. C'est pas alors ça va. Et sur ce point-là, c'est d'y aller avec un moment de faire remonter, d'avoir les signaux faibles, de ne pas aller voir que ceux qui râlent ou ceux qui vont ou ceux qui disent toujours ça se passe super bien. Et ça, on doit le prévoir. Et quelquefois, ça amène pour des managers et pour les organisations de se rendre compte que les managers doivent aussi récupérer du temps important et pas urgent. Le changement, la transition des personnes, c'est faire des choses avant et puis prévoir des choses après qui vont permettre progressivement de s'assurer que très vite les managers et les équipes retrouvent des nouvelles habitudes. Alors, tout ça, hein, c'est une présentation rapide, c'est vraiment les fondamentaux. Après, comment on le fait, comment on le met en œuvre, comment est-ce qu'on le déploie, c'est pas dans le webinaire que je pourrais le traiter. Et inclure les équipes projets. Alors, bien sûr, absolument. Enfin, alors, les équipes projets, quelquefois, sont missionnées sur le projet, et quelquefois, il y a une confusion entre le projet sera fini parce qu'on a déployé la solution qui était prévue, et le projet sera réussi parce qu'on aura atteint les objectifs qui étaient attendus par la solution. Dans le premier cas, souvent, c'est des prestataires, ils sont là pour déployer la solution technique, mais ce n'est pas ça qui fera la réussite. Ce qui fera la réussite, ce n'est pas le lancement de la solution, c'est que la solution soit plus nouvelle et que tout le monde s'en serve comme c'était prévu. Donc, il y a des organisations où effectivement, il y a bien ça, mais il y en a d'autres dans lesquelles on a déployé, salut, bonne chance. Alors, comment gérer un salarié qui se rebelle contre un nouveau dispositif? Déjà, regardez quelle est la cause. Est-ce que la cause de sa résistance, et il a raison de résister, hein, est-ce qu'elle est liée au sujet lui-même? J'y gagne, j'y je perds mes habitudes, j'étais considéré comme le meilleur dans la situation précédente et on change. Ou je me suis fait mon petit royaume, je faisais ce que je voulais, et puis là, le changement fait que j'y perds. Ou j'ai peur de me tromper. Vous voyez, c'est plein de causes. Ben, on pourra mettre en place des actions. Si c'est je me rebelle, parce que j'ai remarqué que dans le passé, que quand je râle et que je me rebelle, on me laisse tranquille ou on me donne des trucs, ben, ça veut dire qu'on ne fera pas la même stratégie. Donc, on gardera 2 grilles qui sont les 4 réactions au changement et ce qu'on appelle la sociodynamique ou la stratégie des alliés, hein, mais que je n'ai pas prévu de traiter aujourd'hui et qui permettent de prendre ce recul. Alors, problème rencontré, on n'a pas le temps, on a demandé, ce n'est pas validé. Absolument. On est actuellement dans du changement permanent qui fait qu'on peut plus se contenter des méthodes qui pouvait y avoir avant, des 7 étapes 2, des 23 étapes 2. Et puis, si tu prévois tout, ça va se passer comme prévu. On va avoir deux choses, on va prévoir des choses, on va s'adapter et il y aura beaucoup de diplomatie, de politique, de négociation dans le sens positif du terme. C'est-à-dire, il vaut mieux obtenir une partie de ce qu'on avait prévu, qui est réaliste et raisonnable, que de demander des miracles et de ne pas les avoir, hein. L'équipe, ce qu'elle attend, ce n'est pas qu'on fasse des miracles. L'équipe, ce qu'elle attend, c'est qu'on se batte dans le bon sens du terme, qu'on essaie de faire évoluer, qu'on fasse avec et qu'on soit, maintenant, c'est décidé, essayons au mieux de réussir. Alors, le changement n'est-il pas plus facile à manager lorsqu'on est le supérieur hiérarchique des équipes? Je suis intervenu dans une entreprise où j'ai eu tous les niveaux hiérarchiques. À chaque niveau, il me disait non, mais avec nos équipes, ça va, hein, c'est avec l'échelon du dessus que ça pose difficulté. Et quand j'ai eu le comité de direction, ils m'ont dit nous, ça va, hein, le problème, c'est les actionnaires. Donc, je ne sais pas, Angélique, ça va dépendre de la culture de l'entreprise, ça va dépendre de son historique. Hein, oui, alors manager sous pression, on a actuellement beaucoup de managers à qui on donne des injonctions de tu fais ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et en plus tu fais ça, 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 ça. Et donc on a beaucoup de managers qui résistent au changement et ils ne résistent pas sur le changement lui-même.
il réside sur le fait que, vu la bande passante que j'ai et vu le peu de ressources dont je dispose, euh, ça va pas bien se passer. Donc, il faut les aider, eux, à avoir des façons de se comporter qui soient plus efficaces. Et il faut aussi faire en sorte que l'organisation tienne compte en partie de ces éléments, hein, de façon à ce que chacun soit gagnant-gagnant. Ce ne sera pas la même action. Hein, quand on intervient, selon avec qui on intervient et pour qui on intervient, les sujets ne sont pas les mêmes. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions? Est-ce qu'il y a des points que je n'ai pas abordés? Alors, on est d'accord, hein, c'est un webinaire, c'est 45 minutes, vous aurez mon support, c'est des éléments importants, mais la mise en œuvre des actions, écoutez, contactez-nous, on pourra vous aider, on pourra vous donner des conseils et on a l'habitude d'intervenir avec le juste nécessaire. Est-ce qu'il y a encore des questions? Dites-moi. Dites-moi. Alors, j'ai dans la chaîne Webikeo et sur notre site, là, je vais bientôt communiquer une série d'articles sur les réactions au changement et des conseils à mettre en œuvre si on veut que ça se passe mieux, qu'on soit un manager, un chef de projet ou un collaborateur. Vous êtes dans quelle région? En France, Stéphanie, on se déplace. Là, par exemple, lundi, je vais être en région parisienne. La semaine dernière, j'étais au Havre. Bientôt, je vais aller à Brive. Enfin, on se déplace. Hein. Mes collaborateurs aussi, on fait aussi du distanciel. Alors, dites-moi si... Voilà, il nous reste encore 3 minutes avant d'arriver au bout du temps qui était imparti. Hein, dites-moi. Dites-moi s'il y a des questions. Alors, voilà, je vous montre un petit peu juste. Hein, voilà. Ah mince! Ah je réapparais. Voilà, vous voyez, on a fait réaliser on intervient. Donc, la conduite du changement, c'est important, mais quand on parle manager le changement, on va retrouver du management, on va retrouver de la relation humaine, on va retrouver un peu de projet, on va retrouver de l'accompagnement, on va retrouver un bout de coaching, mais coaching managérial, on va retrouver aussi un bout de réussir ses priorités. Je vous conseille de regarder le webinaire que j'ai produit il y a quelques temps sur réussir ses priorités. Parce qu'au bout d'un moment, on est passé de la gestion du temps, qui est morte. Gérer son temps, c'est mort, parce qu'on sait tous gérer notre temps. C'est pas ça. C'est dans le peu de temps dont on dispose, comment créer de la valeur ajoutée en tant que RH, manager, chef de projet, collaborateur. Donc, on va plutôt avoir une action de c'est quoi mes valeurs ajoutées, comment créer de la valeur, que de passer mon temps à gérer le peu de temps qui me manque. Il nous reste 1 minute. S'il y a encore une question, j'y réponds. Sinon, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je vais reprendre les éléments que vous avez notés, puis j'en ferai une communication. Si vous avez une question, un point, un sujet, on peut intervenir dans plein de titres. Utilisez-vous l'IA, Bruno? Oui, absolument, j'utilise l'IA. C'est-à-dire l'IA, c'est pour moi de l'intelligence augmentée. L'IA, hein, c'est pas. Enfin, oui, il y a 2 ans, parce que moi j'essaie de ne pas résister au changement. Il y a 2 ans, je me suis mis à ChatGPT, à Perplexity, à Claude, à Mistral, à Copilot, etc. Et effectivement, ça va faire évoluer les pratiques managériales à terme. Il y a beaucoup d'actions qui actuellement prennent du temps aux managers vont être simplifiées par l'IA, à condition qu'elles soient bien cadrées, etc. Moralité, ça va libérer du temps pour les managers qui managent à manager. Le problème, ça va être les managers qui ne managent pas. Vous savez, ceux qui sont très pris par l'opérationnel, par etc. Car il y a un risque à ce moment-là qu'on se demande finalement à quoi servent-ils. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on les fait travailler sur la conduite du changement, ils se rendent compte que accompagner des personnes dans les changements, c'est une vraie valeur ajoutée et ça ne va pas s'arrêter. Par contre, on pourra s'appuyer sur l'IA pour simplifier certaines tâches qui prennent du temps. Analyser des chiffres, ça n'a pas une valeur énorme. Ce qui a une valeur énorme, c'est une fois que l'IA m'a fait ressortir des chiffres, de définir les actions adaptées dans mon équipe avec Alain, avec Aline, avec Robert, avec Paula, avec Mourad, avec Chang, comment je vais les mettre en œuvre, parce que ça, c'est de l'humain. Sur ce, il est 11h46. Merci à vous. Je vous souhaite d'excellents changements. On va bientôt changer de semaine. Je compte jusqu'à 10. Donc, je vous rappelle, vous pouvez me suivre. Je vais remettre la page. Ah, elle est où? Elle est où? Je remets la première page. Vous pouvez me suivre
Ah non, ça marche plus. Voilà, vous avez mon lien sur LinkedIn. J'arrête l'enregistrement. 5, 4, 3, 2, 1. Merci.